here we have a serious problem. America is addicted to oil. Ayer estuvo el diablo aquí. It was truly a historic moment. L'histoire du pétrole. L'histoire commence en 1859 avec la découverte du premier puits du pétrole. Ce premier puits productif a été découvert par Edwin Drake à Titusville en Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. À cette époque, le pétrole a été utilisé seulement pour l'éclairage. Après, entre 1865 et 1885, le monde a connu la mise au point du moteur à explosion et l'avènement de l'automobile. 14 ans plus tard, en 1899, William Knox Darcy fait des recherches en Perse, obtient une concession pétrolière de 60 ans au profit de la Grande-Bretagne et fonde la Anglo-Persian Oil Company qui deviendra la British Petroleum. 5 ans après, les 7 sœurs ont vu le jour. C'était en 1904 quand la Standard Oil américaine fondée par John Rockefeller contrôlait 91% de la production pétrolière américaine, dont elle exportait la moitié sous forme de kérosène. À cause de ces méthodes tellement choquantes, l'État fédéral lui intente un procès et la condamne en 1911 à se partager en 34 sociétés séparées. La fin d'un géant, sans doute, mais le début d'une domination qui s'exercera jusqu'à la fin du siècle. Les rejetons se mangeront entre eux et constitueront avec Shell et British Petroleum un cartel au succès économique spectaculaire. Il s'agit bien des 7 sœurs. Les 7 sœurs sont la Standard Oil of New Jersey devenue Exxon puis ExxonMobil, la Anglo-Persian Oil Company devenue British Petroleum, la Royal Dutch Shell, la Standard Oil of California devenue Chevron, la Texaco fusionnée avec Chevron, la Standard Oil of New York devenue Mobil puis ExxonMobil et la Gulf Oil absorbée par Chevron. Ce sont The Seven Sisters. À partir de 1908, l'augmentation spectaculaire de la production du pétrole a permis la révolution dans les moyens de transport, inaugurée par la production en masse de véhicules chez Ford. Depuis lors, le besoin de la consommation commence. Après, entre 1914 et 1945, la planète a connu les 2 guerres mondiales, desquelles les États-Unis d'Amérique a été l'unique gagnant. La guerre se déroulait sur le vieux continent, qui a été totalement détruit et nécessitait des années pour la reconstruction, alors que les Américains dégustaient la champagne de la victoire sur la carte du nouvel ordre mondial. En 1948, les États-Unis vivent une expansion industrielle sans précédent, une situation qui aura un impact stratégique très important sur le reste du monde. La production américaine ne suffit plus à satisfaire la demande nationale et donc les États-Unis deviennent importateurs du pétrole. Dès lors, la référence n'est plus le pétrole du Golfe du Mexique, mais le pétrole du Moyen-Orient. Après le 14 septembre 1960, l'OPEC ou l'OPEP a été créé principalement à l'initiative du Shah d'Iran et du Venezuela en la personne de Juan Pablo Pérez Alfonso. Cette personne qui a eu l'idée originale de mettre comme objectif de l'OPEP non seulement de rendre les pays producteurs maîtres de leur production par le biais de la nationalisation, mais surtout que les bénéfices liés au commerce du pétrole permettent le développement des pays sous-développés. Il s'éloigna de l'organisation qu'il avait créée, voyant qu'il ne traitait qu'avec les pays industrialisés qui étaient prêts à payer le prix fixé. Les pays formant l'OPEP actuellement sont l'Algérie, l'Angola, la Libye, la Nigeria, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Iran, la Koweït, le Qatar et en Amérique du Sud, l'Équateur et le Venezuela. Les anciens pays membres sont l'Indonésie et le Gabon. En 1970, les pays du Golfe arabo-persique assuraient plus du tiers de la production mondiale. Par ailleurs, les prix ont été relativement bas, ce qui a favorisé la reconversion au fioul des centrales auparavant alimentées en charbon. Juste après, en 1973, le monde a connu le premier choc pétrolier. À cette époque, c'était la guerre du Kippour entre les pays arabes et l'Israël. L'OPEP, formée par une majorité de pays arabes, décide de prendre des mesures contre les pays soutenant l'Israël, en premier rang, bien sûr, les États-Unis. L'OPEP baisse donc sa production de 25%, les prix du pétrole se sont multipliés par 4. L'Occident et le Japon découvrent la menace de pénurie.
Mais le pire est encore pour venir. Le scénario se répète 5 ans plus tard, lorsque la grève des pétroliers iraniens succède la guerre opposant l'Iran et l'Irak, deux grands producteurs de pétrole. Nouvelle panique et nouvelle flambée des prix. En 11 ans, entre 1973 et 1984, le prix du pétrole aurait été multiplié par 18. La poussée inflationniste est d'autant plus forte que le prix de toutes les sources d'énergie augmente également. L'alourdissement de la facture pétrolière pèse directement sur la balance commerciale des pays importateurs. Le choc sera brutal encore plus pour les pays sous-développés non producteurs de pétrole. La situation ne peut rester pareille. Alors au milieu des années 80, l'OPEP est obligé de changer de politique et les prix baissent fortement. Ce contre-choc pétrolier démontre l'impact du cours du pétrole sur la croissance. Les prix bas contribuent à la reprise de l'activité, or ceci entraîne une expansion de la demande en produits pétroliers, d'autant plus importante que les efforts de maîtrise de l'énergie se sont relâchés. Ensuite, entre 1990 et 1999, la consommation du pétrole de l'Amérique du Nord et de l'Europe a ainsi augmenté de 11%, et la demande continue à croître considérablement dans les pays émergents. J'ouvre une parenthèse, qu'est-ce qu'un pays émergent? Eh bien, c'est un pays dont le PIB par habitant, la croissance économique et le niveau de vie est proche des pays développés. À l'époque, on parlait de la Chine, maintenant elle est devenue la deuxième puissance mondiale, même si son système politique communiste empêche un niveau de vie élevé pour la population. Actuellement, les pays émergents sont principalement le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Je ferme la parenthèse. Alors, je disais que la consommation pétrolière a augmenté. C'est dans ce contexte qu'en mars 1999, l'Arabie Saoudite, le Venezuela et le Mexique décident de restreindre la production. Ainsi, le baril du pétrole, unité de référence équivalent à 159 litres, passe de moins de 10 $ à 35 $. L'augmentation est d'ampleur et équivalente à celle du premier choc pétrolier. Ensuite, au début du XXIe siècle, et précisément le 20 janvier 2001, entre en fonction George W. Bush, qui appelle auprès de lui plusieurs sympathisants du projet pour le nouveau siècle américain, le PNAC. Plusieurs d'entre eux sont signataires de la lettre que le PNAC envoya à Bill Clinton en 1998 qui stipulait que la seule stratégie acceptable est celle qui élimine la possibilité que l'Irak puisse ou menace d'employer des armes de destruction massive. À court terme, cela signifie la volonté d'entreprendre une action militaire. Le 11 septembre, la chute des tours du World Trade Center choque les États-Unis et le monde entier. Le 14 septembre, Oussama Ben Laden, déjà poursuivi par les États-Unis et les Nations Unies pour d'autres attentats préalables, est cité comme responsable des attentats, et son pays d'accueil, l'Afghanistan, est sommé de l'extrader. Les talibans, pour entrepêter, exigent des preuves de culpabilité de Ben Laden, exigent que cette preuve leur soit fournie, ce qui ne sera jamais fait. Alors le 7 octobre, les forces anglo-américaines attaquent l'Afghanistan. Les Britanniques ont déjà mené 3 guerres dans ce pays, toutes perdues. Dès 2002, les négociations sur le pipeline trans-afghan reprennent. Fin 2009, son avenir n'est toujours pas certain. La nouvelle équipe au pouvoir applique ensuite à la lettre la position du PNAC en soutenant dans un premier temps que l'Irak dispose d'armes de destruction massive. Rapidement, d'autres disent que ce n'est sans doute pas le cas. La France, suivie par l'Allemagne, la Russie et la Chine, signifie sa désapprobation avec le discours prononcé à l'ONU par Villepin le 14 février 2003. Les États-Unis passent outre, réunissent des alliés en petit nombre et attaquent l'Irak le 19 mars 2003. Fin 2009, les États-Unis ont toujours une présence militaire en Irak alors que la première guerre en Irak avait coûté environ 60 milliards de dollars américains, dont l'essentiel avait été réglé par des alliés des États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Le coût de la deuxième guerre en Irak est évalué à plus de 1300 milliards en 2009. On n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive en Irak et certains Britanniques reconnaissent rapidement que le pétrole est bien au sommet des priorités. Alors, quel est l'avenir du pétrole dans le monde? Quel est l'avenir du pétrole dans le monde? Ou plutôt, quel avenir aurons-nous sans pétrole? Nous verrons ça par après.
Mais maintenant, découvrons de près la situation géopolitique mondiale liée au pétrole. Commençons par l'Afrique. L'état des réserves pétrolières en Afrique. Comme vous remarquez, le Nigeria et la Libye cumulent près de 60% des réserves pétrolières en Afrique. Rappelons que les réserves africaines sont à peu près 10% des réserves mondiales. C'est relativement peu car c'est l'équivalent des réserves d'un seul pays qui est l'Iran. Par ailleurs, la répartition est quasi égale entre les pays du nord et du sud de Sahara. Ces chiffres peuvent changer au cours des années à venir, mais cela démontre aussi que la part des pays récemment producteurs de pétrole, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, est relativement faible pour le moment. Une contribution modeste mais stratégique. La région du golfe de Guinée, où se concentre l'essentiel des réserves d'Afrique subsaharienne, est devenue depuis quelques années l'une des zones phares de la scène pétrolière mondiale. C'est vrai que le poids de l'Afrique subsaharienne sur la scène pétrolière mondiale semble limité, mais il est en réalité stratégique car la production africaine est un élément clé de l'approvisionnement du marché mondial. Plus fondamentalement, cette région a connu une augmentation considérable dans la production et les réserves depuis une dizaine d'années, grâce à la multiplication d'importantes découvertes effectuées essentiellement dans l'offshore angolais et nigérien. Les États-Unis. On va parler des États-Unis. Il est important de souligner un aspect essentiel dans la politique pétrolière américaine. Ce qui compte pour les États-Unis, c'est davantage la contribution de la région à la diversité de l'offre pétrolière mondiale. Et cela pour une raison de bon sens. Le marché pétrolier est intégré mondialement, ce qui signifie que les États-Unis, à l'instar des autres grands pays importateurs, n'ont pas de fournisseurs propres et que le facteur central du point de vue de la sécurité énergétique des États-Unis est le degré de diversité géographique de l'offre mondiale. Par contre, à la France, qui suivit une politique qui vise à s'approprier des réserves spécifiquement destinées à couvrir ses propres besoins pétroliers. Les États-Unis et la Chine, une compétition larvée pour acquérir le pétrole africain. Comme vous savez, l'exploitation pétrolière en Afrique était traditionnellement une exclusivité des compagnies américaines et françaises. Mais l'or noir africain connaît actuellement une compétition larvée entre les grandes puissances, car le sous-sol africain est encore sous-exploré et sous-exploité. Avec la crise en Irak et avec la conscience grandissante chez Venezuela, comme on va voir après, les compagnies pétrolières américaines s'intéressent de plus en plus activement au pétrole africain. Elles sont suivies dans cette course par les Chinois. Les Chinois qui sont les derniers arrivés dans ce commerce. Et la Chine diversifie ses activités en Afrique en participant dans la construction des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux. Tout ça, elle poursuit sa conquête systématique de l'Afrique. La Chine est connue par sa stratégie de going out. Elle a signé des contrats avec tous les pays producteurs de pétrole africain, mais aussi avec des pays qui ne produisent pas le pétrole, mais qui en produiront peut-être un jour. Pour bien illustrer ces points-là, je vous invite à voir cette petite vidéo de Christophe Victor. Les ressources qu'on vient de mentionner, c'est avant tout le pétrole et le gaz qui intéressent les compagnies américaines. Qu'on en juge. En Angola, c'est la compagnie Chevron qui contrôle 75% de la production, les puits étant surtout localisés dans l'enclave de Cabinda. Depuis 2003, plusieurs compagnies américaines explorent les eaux du golfe de Guinée sous souveraineté du Nigeria, de la Guinée équatoriale, des îles de Sao Tomé et Principe. Depuis le choc pétrolier de 1973, la part des importations américaines en pétrole du Moyen-Orient est passée de 25% à 15%.
Ensuite, la proximité. Le golfe de Guinée est en face de la côte est américaine, de l'autre côté de l'Atlantique, et cette relative proximité est vue comme un atout. Ça réduit les risques de rupture d'approvisionnement, et comme les variations des prix du pétrole sont liées à un marché et non pas à une région, alors autant acheter au plus proche et au plus sûr. Car il y a aussi les questions de sécurité. Les attentats du 11 septembre n'ont pas mis fin à l'alliance stratégique entre gendarmes pétroliers saoudiens et gendarmes militaires américains. Mais il y a désormais suspicion mutuelle. Donc, vu de Washington, le continent africain peut prendre une certaine valeur par sa richesse et par sa localisation. Une carte, vous voyez, montre bien les routes maritimes utilisées pour le transport de pétrole et des matières premières, et elles sont toutes circum-africaines. On peut repérer les points de passage et les détroits de Gibraltar, Suez, Bab el-Mandeb, Canal de Mozambique, Cap de Bonne-Espérance. Donc, il faut assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques. Alors pour ça, les États-Unis déploient leur 6e flotte en Méditerranée, dans le golfe de Guinée, la 5e dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. À cela s'ajoutent maintenant plusieurs déploiements militaires terrestres et qui sont plus récents. La France est l'une des anciennes grandes puissances coloniales. Par des accords de défense, Paris est lié au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire notamment. Avec plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, plus la Tanzanie et Madagascar, Paris est lié à des accords de coopération militaire. La France dispose également de 5 bases militaires, soit en tout quelques 6 000 hommes, ce qui ne tient pas compte des 4 000 hommes déployés en Côte d'Ivoire depuis 2003. Donc, est-ce qu'il y a véritablement concurrence? En fait, les choses sont plus compliquées que ça. D'abord, Paris a peu à peu mis en place des accords de coopération à vocation régionale et non plus en bilatéral. Il y a aussi un cadre multilatéral d'action, comme l'ont montré les interventions françaises en République démocratique du Congo, dans le cadre de la politique étrangère de l'Union européenne en 2002, ou bien dans la crise ivoirienne en 2003, elle agit sous mandat de l'ONU. Et s'il y a rivalité, elle ne porte pas tant sur qui assure la stabilité de certains États africains, mais sur ce que l'on peut faire de cette stabilité, c'est-à-dire les réseaux commerciaux, les investissements, l'accès aux ressources, et bien sûr l'outil essentiel de la langue, c'est-à-dire la francophonie dans le cas de l'Afrique de l'Ouest. C'était Christophe Victor, un expert en géopolitique. Alors, que retenir de ces éléments? D'abord, la stratégie américaine sur le continent africain peut se résumer à l'exploitation des ressources minières et surtout énergétiques. Deuxièmement, la sécurisation des boîtes de communication pour garantir l'approvisionnement des États-Unis. Et troisièmement, on peut constater que ce continent africain est riche, mais malheureusement, les Africains ne le sont pas. Passons maintenant à l'Amérique latine. Selon le dernier rapport statistique annuel de British Petroleum, les pays latino-américains détrônent l'Arabie saoudite pour ses réserves pétrolières. Mais le problème, c'est que son pétrole lourd reste coûteux à extraire. En fait, le sous-sol vénézuélien contient à peu près 296,5 milliards de barils. Alors l'OPEP avait déjà retenu ce chiffre, plaçant dans son propre classement le Venezuela au premier rang mondial pour les réserves. Comme vous remarquez, le Mexique produit plus de pétrole que Venezuela. En ce qui concerne la consommation, on trouve en premier lieu le Mexique et le Brésil. Alors, en vue de l'importance de Venezuela dans l'Amérique latine, on va zoomer un peu sur ce pays. D'abord, la nationalisation. La nationalisation, c'est le cauchemar des compagnies pétrolières occidentales. L'éclatante victoire de Hugo Chavez lors des élections présidentielles a renforcé la légitimité du leader vénézuélien. En fait, le gouvernement a lancé un processus de nationalisation de certaines entreprises
électrique, de télécommunications et bien sûr de pétrole, qui se trouve dans une situation de monopole. Je vous donne l'exemple de PDVSA, Petroleus de Venezuela SA et Electricidad de Caracas. Elles sont passées sous contrôle de l'État qui retrouve ainsi une partie de sa souveraineté économique. Le Venezuela n'est pas un ami des États-Unis. Les relations entre le Venezuela et son premier client, les États-Unis, se sont récemment refroidies. L'apparition du processus de nationalisation et les discours anti-occidentaux ont conduit à une crise politique entre les États-Unis et Venezuela. Les États-Unis attaquent Venezuela en évoquant la situation démocratique dans le pays en accusant le régime de Hugo Chavez de dictature. Mais Venezuela est intelligent. En effet, elle a développé des liens économiques importants avec certains de ses voisins latino-américains en utilisant le pétrole comme monnaie d'échange. Plusieurs accords ont été signés avec Cuba pour l'obtention de services médicaux en échange de pétrole à bon marché, avec l'Argentine pour l'obtention de l'équipement agricole en contrepartie des produits pétroliers. Ceci permet au gouvernement de contourner toute utilisation du dollar américain lors des échanges. La Chine et le Japon investissent dans le pétrole vénézuélien. Ces turbulences-là ont poussé Hugo Chavez à rechercher de nouveaux alliés auprès de qui il pourrait exporter son pétrole. En effet, Venezuela a renforcé ses relations avec Pékin et Tokyo concernant l'exploitation des gisements. Cet accord-là comporte d'importants enjeux. Grâce à sa forte croissance, la Chine a une consommation d'énergie très élevée. Ainsi, afin de satisfaire sa demande intérieure, elle mène une politique de partenariat avec Venezuela. Selon le New York Times, le Venezuela et la Chine ont signé en 2010 un contrat pétrolier d'environ 20 milliards de dollars. La Chine prêtera cette somme au Venezuela, bien sûr pour l'aider à développer son industrie pétrolière. Hugo Chavez avait obtenu aussi du Japon l'engagement d'investir un montant de 33,5 milliards de dollars dans des projets gaziers et pétroliers au Venezuela. D'après le Wall Street Journal, le géant pétrolier Total fournira pour sa part la technologie nécessaire pour améliorer la qualité du pétrole ainsi que son extraction en partenariat avec CNCP, China National Petroleum Corporation. Passons maintenant à la Russie. Comme vous savez, la Russie est riche en pétrole. Elle possède des sous-sols importants en Sibérie qui sont non exploités car ils sont difficiles à extraire et extrêmement coûteux. En plus des réserves exploitables comme vous voyez sur la carte. La Russie usage géopolitique du statut de fournisseur privilégié. Selon l'Agence internationale de l'énergie, vers 2015, la Russie sera un acteur majeur sur l'échiquier mondial de l'énergie, un fournisseur stratégique d'hydrocarbures, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le marché chinois, qui sera l'un des plus grands consommateurs d'énergie dans le monde. La Russie est un fournisseur
quasi exclusif des ex-républiques européennes, Bélarus, Ukraine et Moldavie. La Russie se pose aussi comme intermédiaire obligé auprès des autres républiques productrices, comme le cas de Kazakhstan et Azerbaïdjan. Au cours des dernières années, le secteur de la mer Caspienne a focalisé l'attention des observateurs du secteur pétrolier. Alors, les problèmes géopolitiques qui peuvent être soulevés à propos de l'exploitation des gisements de la Caspienne. Le premier concerne des problèmes liés au statut de la Caspienne, malgré les accords bilatéraux, surtout avec l'Iran, mais le statut de la Caspienne n'est donc toujours pas officiellement défini. Le deuxième problème est lié au choix de voies nouvelles d'exportation des huiles extraires alternatives aux voies contrôlées par la Russie. La privatisation du secteur pétrolier. La configuration du secteur pétrolier en Russie diffère de celle des principaux autres pays producteurs, où, en règle générale, il n'existe qu'une seule grande compagnie nationale publique. La production est assurée aujourd'hui par une petite dizaine d'entreprises restées sous contrôle russe. Alors, quand vous voyez dans le schéma, après avoir racheté l'essentiel de Yukos, puis avoir conclu une jointe venture avec ExxonMobil pour exploiter le pétrole, Rosneft vient d'absorber BP. Rosneft alors devient la première entreprise pétrolière mondiale. La géopolitique du pétrole et les guerres économiques mondiales. La question qui tracasse pas mal de têtes, surtout dans cette période, c'est pourquoi assistons-nous à une multiplication des guerres, alors qu'avec la fin de la guerre froide, on leur avait promis la paix éternelle. Et là, on est bientôt parti pour une guerre par an. Donc, pourquoi tant de guerres? Est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce que nous pouvons y faire? Et pas mal d'autres questions. Et là, je crois que la première chose à dire, c'est que la guerre est la fille de la crise. Et que le système qui appauvrit tellement de gens dans les pays de Sud, Amérique latine, Afrique, Asie, mais aussi de plus en plus au nord. Dans l'Europe, par exemple, on ne peut pas marcher dans la rue sans voir des mendiants qui se multiplient, alors que les fortunes en France et en Belgique, par exemple, explosent comme jamais et crèvent les plafonds chaque année. Et ce qui crève le plafond aussi au nord, c'est la consommation de tranquillisants et d'antidépresseurs. Donc, c'est une dégradation sociale à toute allure. Et le lien avec les guerres dont on va parler dans un instant est direct. Il n'y a pas un problème social ici et de guerre là-bas. C'est la même bataille pour une raison bien simple. Si vous êtes un grand capitaliste du Nord, on va dire des États-Unis ou de l'Europe par exemple, comment vous prospérez? Comment vous faites fortune? Alors c'était simple, en faisant faire le travail par de moins en moins de gens pour le moins cher possible. C'est-à-dire qu'un bon capitaliste, c'est pas celui qui engage beaucoup de travailleurs et qui a une grosse armée, c'est celui au contraire qui parvient à licencier un maximum et à faire le travail par moins de gens et dans des conditions de précarité et les moins chères possibles. Et qu'une firme multinationale qui lance un plan de restructuration au niveau mondial de 15 000 ou bien 20 000 comme licenciement, on appelle ça dégraissage, ce qui est vraiment immoral comme vocabulaire, voit ses actions grimper à Wall Street, c'est ça être un bon capitaliste. Bien, quand vous faites ça, évidemment les concurrents ou bien la concurrence va faire la même chose et tous on fera la même chose, on est obligé. Et après, à qui vous vendez? Quand vous avez bien appauvri les gens qui travaillent pour vous, à qui vous vendez? Donc évidemment, c'est un système qui crée sa propre crise et comme évidemment ils ne peuvent pas
le reconnaître, ils ne peuvent pas prendre le seul remède qui mettra fin à la crise, qui est la distribution équitable des richesses. On est obligé de continuer dans la même voie, et donc, comme ils sont tous dans une concurrence acharnée, la voie consiste à, puisqu'on a trop de capitaux, donc on les exporte en Amérique latine, en Afrique, etc., où ça peut rapporter gros, parce que les matières premières, la terre, le travail des gens, on ne les paye pas. Il suffit juste de graisser la patte à un petit dictateur et de mettre quelques pourboires ici et ailleurs, et on peut ainsi exploiter les richesses pour quasiment rien. Donc il n'y a pas de résistance. Et donc le problème justement, c'est que cette exportation massive de capitaux a comme fonction de permettre le pillage des richesses, ce qui évidemment provoque des résistances et des guerres. Et fondamentalement, toutes les guerres auxquelles on assiste sont des guerres de pillage, des guerres économiques et des guerres pour le flic. Pour analyser maintenant cette question et d'où viennent les guerres, on a résolu aujourd'hui d'insister sur un point très important qui est la stratégie du chaos. La stratégie agressive des États-Unis et de leurs alliés à l'égard du monde arabo-musulman. Ça nous a sans doute étonné la multiplication des guerres déclarées et non déclarées qui frappent généralement le monde arabo-musulman. Pour pouvoir comprendre le pourquoi de la chose, il faut d'abord répondre à la question suivante. Pourquoi le pétrole? Eh bien pour deux raisons. La première, ce sont les bénéfices que ça procure, bien entendu. Et la deuxième, c'est une question de rivalité et de concurrence mondiale. Les États-Unis est une puissance économique en déclin, mais encore forte, et en rivalité avec l'Europe, la Russie, la Chine et avec les puissances du Sud, bien entendu. Il faut absolument que le tiers-monde ne dispose pas de ces richesses et de faire des projets de développement indépendants, à l'instar du Venezuela, la Bolivie et bien d'autres, et d'échapper à l'aide généreuse et au soutien, c'est-à-dire le chantage de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des firmes multinationales. Il faut rester à genoux. Donc, voici les deux raisons pourquoi les États-Unis veulent contrôler et dominer cette richesse. Donc, voici pourquoi le pétrole. Mais pourquoi la région arabo-persique? Eh bien, les États-Unis considèrent qu'il y a un certain arc islamique qui englobe parmi d'autres les pays producteurs et les pays riches en pétrole. Pour bien comprendre, on va se déplacer vers cette région et plus précisément vers la mer Caspienne. En termes de réserves, la mer Caspienne possède entre 2 à 6% des réserves mondiales de pétrole et entre 6% à 10% des réserves de gaz. Une étude du département américain de l'énergie estime que les réserves en pétrole se situent entre 17 milliards de barils, soit équivalentes à celles du Qatar, et 33 milliards, soit celles des États-Unis. Selon cette même étude, les réserves de gaz sont estimées à 6630 milliards de mètres cubes, soit équivalentes à celles de l'Arabie Saoudite. Malgré leur importance relative, les réserves en hydrocarbures de la mer Caspienne pourraient contribuer à répondre à la croissance des besoins mondiaux en énergie. En ce qui concerne les pays exploitants de ce pétrole, ils sont généralement les pays riverains de la mer Caspienne, à savoir la Russie, la Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Turkménistan et l'Iran. En termes de production, par pays riverain, on trouve généralement, comme vous voyez, la Russie accapare de la part du Lion en avoisinant durant les dernières 5 années les 500 millions de tonnes, suivi par l'Iran en avoisinant les 200 millions de tonnes, et puis par la suite la Kazakhstan en fournissant les 2,1% de la production, l'Azerbaïdjan de 1,1% et finalement la Turkménistan de 0,3%. En total, la Caspienne a produit en 2011
855,8 millions de tonnes, en marquant une petite variation presque négligeable de 0,07%, et 21,4% est la part dans la production mondiale. Juste une petite remarque concernant les statistiques qui s'avancent chaque année. Elles ne sont pas du tout objectives parce que les pays producteurs de ces richesses ont tendance à surévaluer leurs réserves afin d'attirer les capitaux étrangers, et les pays investisseurs comme les États-Unis par exemple surestiment les réserves de la Caspienne afin de justifier leur intérêt stratégique pour la zone. Revenons à notre carte. La mer de la Caspienne est acheminée vers l'Europe de l'Ouest par pipeline, de la mer Caspienne jusqu'en mer Noire en passant par la Russie, mais aussi la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Pour avoir une petite idée sur ce que c'est qu'un pipeline, un pipeline, c'est une canalisation composée de tubes pour transporter des fluides et en particulier du pétrole et du gaz. Son rôle est de relier les gisements de pétrole aux raffineries et ou de transporter du pétrole brut depuis les gisements jusqu'à des terminaux de chargement pour navires pétroliers. C'est aux États-Unis d'Amérique en 1865 que fut utilisée pour la première fois une conduite pour évacuer la production d'un gisement. Depuis lors, l'emploi de ce mode de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux s'est généralisé, d'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde. À l'heure actuelle, le réseau mondial en service atteint plus de 1 million de kilomètres de conduite, dont près de 3 quarts sont utilisés pour le transport du pétrole brut, et le reste, c'est-à-dire le 1 quart, au transport des produits finis. Les plus importants pipelines se trouvent pour le transport du pétrole brut en ex-URSS, où le plus long avoisine les 5000 km pour un diamètre de 48 pouces, environ 122 cm. En ce qui concerne les produits finis, le plus long est installé aux États-Unis et mesure les 6350 km. Les débits les plus importants se trouvent en Moyen-Orient, tel le SUMED, c'est-à-dire le Suez-Méditerranée, qui peut atteindre 120 millions de tonnes par an. Puis les pétroliers acheminent le pétrole jusqu'en Ukraine et la Roumanie. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un pétrolier? C'est un navire-citerne servant à transporter le pétrole ainsi que ses dérivés. Il représente un élément essentiel du commerce mondial du pétrole. Certains atteignent des tailles gigantesques, représentant un véritable défi pour les ingénieurs. Ces navires sont aussi connus pour les marées noires dont ils sont à l'origine. Le début du transport du pétrole sur l'eau remonte au XIXe siècle, avec le percement des premiers puits en Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique en 1859. Les principales routes utilisées sont celles menant des champs pétrolifères, à savoir le golfe Persique, le golfe de Guinée, la mer du Nord, l'Alaska et le Venezuela, jusqu'aux principaux pays utilisateurs, à savoir l'Europe, les États-Unis d'Amérique et le Japon. Parmi les points principaux de transit, on peut citer le canal de Suez, le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca et le cap de Bonne-Espérance. Je signale que le détroit d'Ormuz constitue une voie commerciale essentielle du trafic international, emprunté par plus de 30% du commerce mondial de pétrole. Outre les Émirats arabes unis et l'Iran, le détroit commande l'accès à d'autres pays producteurs d'hydrocarbures aussi importants que l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et l'Irak. Selon le département américain de l'énergie, environ 2400 pétroliers y transitent chaque année, pour un volume d'environ 17 millions de barils de pétrole par jour. Et vous êtes tous au courant des différentes crises qui y surgissent.
notamment la menace avancée par l'Iran concernant le blocage du détroit en cas de toute sanction ou d'attaque contre elle. Revenons à notre carte. Ensuite, le pétrole de la Caspienne est transporté à travers l'Ukraine et la Pologne, la Roumanie et l'ex-Yougoslavie, et puis il va être diffusé vers toute l'Europe de l'Ouest. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tous ces pays se sont réalignés avec les États-Unis, soit après de fausses révolutions, soit des guerres dites civiles. En 1989, par exemple, on trouve la révolution roumaine. Il y avait une guerre médiatique, des faux charniers de Timișoara, élimination des dictateurs de Ceausescu, en référence à Nicolae Ceausescu, le dirigeant du courant communiste en Roumanie. Après un simulacre de procès expéditif, le nouveau président était un ancien apachiste, comme tous ses collaborateurs. Et en 1991, le pays devient un pro-US. En 1990, la Yougoslavie, toujours communiste, refuse de tomber. Le pays sera démantelé dans une guerre médiatique. Les médias transforment la réalité du conflit et en fait un conflit ethnique alors qu'il est géopolitique. Là encore, faux charniers et bidonnage médiatique ont fait croire à l'existence de camps d'extermination qui n'ont jamais existé. Et finalement, la Yougoslavie devient pro-US. L'Ukraine vit sa révolution orange, financée par Berezovski, oligarque russe en exil, mafieux et ex-homme du pouvoir, lié au milieu de la finance internationale et protégé des anglo-saxons. Et peu après, l'Ukraine devient pro-US. La Géorgie aura connu sa révolution des roses peu de temps avant et donc elle aussi devient pro-US. L'Azerbaïdjan est pro-US depuis 1991. Tout ça, c'est pas du hasard, ni une volonté d'instaurer la démocratie dans la région. Ceci est géopolitique. Voyons la deuxième partie de l'acheminement du pétrole de la Caspienne, mais cette fois-ci à travers l'Iran. L'Iran achemine le pétrole de la Caspienne jusque dans le golfe Persique, puis par pétrolier via le détroit d'Ormuz, d'Oman, puis via la mer Rouge jusqu'au canal de Suez et en Méditerranée. C'est aussi la route principale pour tout le pétrole du Moyen-Orient. Depuis 20 ans, les États-Unis veulent router le pétrole de la Caspienne en contournant leur ennemi, l'Iran, via la Turkménistan alliée, l'Afghanistan occupé et le Pakistan allié, ce qui explique l'occupation d'Afghanistan. Et donc, elle a créé des pipelines passant par ces trois pays pour rejoindre la voie maritime. De l'autre côté, elle a créé aussi une voie par l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ce qui ne présente aucune menace pour l'acheminement du pétrole de la Caspienne vers la mer Méditerranée. À part l'Iran, tous les pays producteurs du pétrole dans la région sont soumis aux États-Unis, notamment l'Irak depuis son invasion en 2003, mais aussi l'Arabie Saoudite, principal allié des États-Unis dans la région depuis les années 30. On l'appelle le gendarme pétrolier des États-Unis, à côté du Qatar et la Koweït. C'est normal. Pour une meilleure domination d'une région si importante et stratégique, les États-Unis ont besoin de quelques gendarmes. En plus de l'Arabie Saoudite, Koweït et Qatar, il y a l'Israël aussi, le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole. C'est un État qui seul le veto des États-Unis le sauve des condamnations régulières, et c'est un État en faillite qui ne survit que par l'aide des États-Unis et de l'Europe. On y trouve aussi l'Égypte comme étant un gendarme pour les États-Unis, et tous les autres pays autour de la mer Rouge sont stratégiques pour la sécurité des approvisionnements. C'est ce qui explique par exemple l'intérêt humanitaire et médiatique qu'on accorde aux troubles de Darfour au Soudan,
par ailleurs riche en pétrole, on comprend aussi le pourquoi de l'intervention au Somalie. Généralement, tous les pays sont plus ou moins sous contrôle des États-Unis. On a vu comment les États-Unis cherchent à sécuriser et contrôler les différents gisements de pétrole, les différents points d'approvisionnement et les différentes voies d'acheminement, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont d'une importance extrême et qui expliquent aussi ces différentes manœuvres dans la région. Et je cite seulement 2 points là-dessus. Le premier, c'est que les États-Unis cherchent à freiner tout type de constellation potentielle ou d'entente économique, militaire ou politique avec une des puissances concurrentes, à savoir l'Europe, la Russie, mais surtout la Chine, ce qui pourrait porter atteinte à sa souveraineté dans la région et sa domination du monde. Le deuxième point est lié à l'utilisation des pétrodollars, des revenus du pétrole. Donc là, je ferai la distinction entre 2 manières d'utilisation carrément différentes. La première manière est simple. D'abord, on récupère, elle est celle utilisée par Hugo Chavez en Venezuela. D'abord, elle consiste à récupérer l'argent qui avant partait à Miami et dans les coffres-forts d'Exxon précisément et de quelques Richards de Caracas, et avec ça on donne à tout le monde l'éducation, il n'y a plus d'analphabétisme, tout le monde peut suivre un enseignement, il y a des mères de famille qui reviennent à l'université avec des bourses. La santé, avant les 2 tiers des Vénézuéliens ne pouvaient pas voir un médecin, et maintenant tout le monde peut en consulter un, et non pas seulement les riches. Même dans les bidonvilles, ou bien ce qu'on appelle los barrios, on a la santé gratuite et de bonne qualité. On leur donne aussi des constructions massives de logements, on a aussi des aides aux coopératives et des programmes de requalification au travail pour créer à côté du pétrole une vraie économie, un vrai avenir pour les pays. La deuxième manière, elle est totalement différente. C'est généralement celle utilisée dans le monde arabo-musulman. Et la grande contradiction, c'est quoi? C'est que plus de la moitié, surtout des jeunes, ne trouvent pas de travail, un chômage élevé, un niveau de vie vraiment médiocre, une pauvreté hallucinante, etc. Et il n'y a pas de perspective. Sachant que le monde arabo-musulman est vraiment riche en pétrole. Avec les revenus flagrants que procure ce pétrole, on aurait pu régler facilement les problèmes de pauvreté et bien d'autres. Exxon, elle a réalisé 45 milliards de dollars de bénéfices pendant une année. Et pourtant, c'est la pauvreté massive dans la grande majorité du monde arabe. C'est la misère totale. Sachant que le monde arabo-musulman est vraiment riche en pétrole. En fait, cette pauvreté et cette misère, on ne la trouve pas partout. Vous avez sûrement vu ce genre de reportage sur les Émirats Golfe où les émirs construisent des tours vertigineuses, la mienne est plus haute que la tienne, et en avant, et on met des trucs inutiles là-dedans. Des hôtels de luxe à 25 000 dollars la nuit, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole? Est-ce qu'on fait ça? Ou bien on reverse les pétrodollars à la bourse de Wall Street pour aider les pauvres multinationales qui ont des difficultés financières? Est-ce qu'on reverse l'argent du pétrole aux États-Unis et au gouvernement pour qu'ils puissent continuer à faire des guerres, puisque comme elle est en faillite, il faut bien qu'il y ait d'autres peuples qui payent les guerres qu'on fait contre ces peuples-là. Donc voilà les 2 manières d'utilisation des pétrodollars qui sont totalement contradictoires. Donc, bien sûr, les dirigeants, à l'instar d'Hugo Chavez, d'Evo Morales, etc., constituent un danger. Si on a 3 ou 4 Hugo Chavez aux pays du Golfe et en Afrique, le continent le plus riche en matières premières avec les peuples les plus pauvres, on pourra dire au revoir à la domination de l'Occident et à la domination des États-Unis. Voilà ce qu'ils craignent. Donc,
Voilà comment une simple carte nous permet de comprendre facilement ce qui se passe au monde, de comprendre ce que les médias ne peuvent pas nous transmettre, soit parce qu'ils l'ignorent ou bien parce qu'ils ne veulent et ne peuvent pas. J'écarte la première possibilité et j'opte pour la deuxième parce que les médias sont là pour sont là pas pour nous transmettre la réalité des faits, mais plutôt pour accompagner le nouvel ordre mondial. Et quand vous partez chercher bien sûr les patrons de ces médias-là, vous allez comprendre davantage le pourquoi. Après cette longue aventure à travers le monde entier, on peut déduire facilement que tout s'articule autour du pétrole. Mais le pétrole est une ressource épuisable, et les statistiques disent que ce n'est pas pour longtemps. En 2030 peut-être, en 2050 c'est encore plus sûr. Alors la question qui se pose, quelle alternative au pétrole? Le nucléaire, oui, avec ses faibles émissions de CO2 et ses coûts concurrentiels. On parle aussi des énergies vertes, le bois et l'énergie hydraulique. L'eau et le vent sont aussi des alternatives. Et récemment, j'ai lu dans un article que la société américaine LS9 travaille sur un procédé biologique pour transformer du sucre en diesel avec une simple manipulation génétique. L'enjeu est vraiment de taille.